Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. L'alopécie est la chute totale ou partielle des cheveux et ou des poils. La pelade décalvante est une forme d'alopécie d'origine auto-immune qui entraîne la perte totale des cheveux. On parle de pelade universelle lorsque la pilosité corporelle est également atteinte. Imaginez que vous perdiez l'intégralité de vos cheveux en l'espace de quelques semaines. Imaginez le bouleversement identitaire que ça représenterait. Imaginez le regard des gens dans la rue sur votre crâne de femme chauve. Qui suis-je sans cheveux ? Où est ma féminité sans cheveux ? Comment redéfinir la femme que je suis sans cheveux ? Comment affronter le jugement, les regards insistants, les moqueries, les insultes, les chuchotements, la pitié, la surprise face à mon crâne chauve ? Comment ne pas être que une femme chauve dans l'espace public ? Pauline a dû se poser toutes ces questions après avoir perdu l'intégralité de ses cheveux à l'âge de 13 ans. Pour certaines questions, elle a trouvé des réponses, et pour d'autres, la quête continue. Pauline a accepté de me raconter son histoire, de se livrer à cœur ouvert sur son parcours et ses blessures profondes, qu'elle pense à coups de grands sourires. Il s'est passé quelque chose pendant l'enregistrement de cet épisode entre Pauline et moi, malgré les milliers de kilomètres et la décennie qui nous séparent. Il y a eu une étincelle. C'était lumineux et ça aurait pu durer des heures. Bonne écoute! Bonjour Pauline. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très touchée de t'avoir à mon micro et tu vas défendre aujourd'hui un message qui est très important, qui te tient à cœur et que je suis très très heureuse de pouvoir faire passer à travers ce podcast. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Alors moi, c'est Pauline, j'ai 18 ans. Je suis atteinte d'alopécie depuis l'âge de 7 ans. J'ai perdu du coup l'ensemble de mes cheveux à 13 ans et aujourd'hui, je suis étudiante à Rennes en école de design. Quand tu te présentes, t'évoques ta maladie. Pour toi, ça fait vraiment partie de toi, du coup. Ouais, c'est mon quotidien, je suis toujours avec, donc... Ouais, c'est d'ailleurs une question que je me posais. Je me demandais, est-ce que y a des jours où t'y penses pas, du coup ? C'est un peu bizarre, mais c'est tellement mon quotidien que moi, j'y pense pas parce que c'est une habitude et... Par exemple, vous, vos cheveux, moi, c'est ne pas avoir de cheveux, mon quotidien, en fait. Et du coup, j'y pense jamais. Mais je sais qu'elle est toujours là. Et dès qu'il va y avoir quelque chose qui va m'y faire penser ou me rappeler que j'ai pas de cheveux, là, oui, je vais y penser et je vais tout de suite être ramenée un peu à tout mon vécu. D'accord. Et ça, c'est tous les jours, où il y a des jours où il n'y a pas d'événements qui te font te rappeler, en fait, que tu as cette particularité-là. Non, il n'y a pas forcément toujours des événements. C'est plutôt, par exemple, quand je vais sortir dans la rue, que je vais avoir des remarques ou des regards très déplacés ou ce genre de choses. Ben là, du coup, je vais me souvenir que, ah, c'est vrai, j'ai pas de cheveux. Mais vu que pour moi, c'est habituel, j'oublie toujours que je suis chauve quand je suis dans la rue. Du coup, des fois, je me demande pourquoi les gens me regardent. Je suis en mode, ben, qu'est-ce que j'ai? Genre, j'ai pas mis mon t-shirt à l'endroit ou quelque chose comme ça. Puis après, je fais, ah non, c'est vrai, c'est que je suis chauve. Ah ouais, c'est fou ça. Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu peux du coup, on est entré dans le vif du sujet, mais est-ce que tu peux définir l'alopécie, expliquer un petit peu ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas ce terme ? Pas de souci. Alors l'alopécie, moi je suis pas médecin, donc je fais avec les termes que je connais. Mais l'alopécie, c'est une maladie auto-immune qui entraîne la perte des cheveux, parfois aussi de la pilosité corporelle. C'est une maladie qui n'est pas rare, mais qui est quand même très peu connue parce qu'on en parle très rarement du coup sur le territoire français, alors que dans d'autres pays, elle est quand même très démocratisée. C'est une maladie où on connaît pas forcément les causes. Pour certains, c'est dû à un choc émotionnel, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, c'est pas mon cas. Aussi, il n'y a pas forcément de traitement pour guérir de cette maladie. Il y a des petits traitements alternatifs qui existent. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? L'alopécie, c'est une maladie qui n'est pas grave pour notre santé, mais psychologiquement qui est quand même très destructrice. Et elle peut arriver à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Elle peut partir, revenir. C'est vraiment elle qui décide de tout, en fait. Et voilà, nous, on contrôle rien.
Ah, ça arrive pas forcément dans l'enfance? Ah non, pas forcément, ça peut être à 2 ans, à 15 ans, à 60 ans, 90 ans, quand tu veux. Et ça peut partir? Ouais, on comprend jamais pourquoi il y a des phases, en fait. Enfin, ça peut tu peux soit toujours être chauve, soit perdre, que un peu enfin, tu es pas forcément chauve quand tu as l'alopécie, ça peut être juste des plaques ou quoi que ce soit. Après, ça peut soit rester tout le temps comme ça, soit fluctuer, dans le mauvais sens. Par exemple, des personnes qui vont juste avoir des plaques comme moi au début, après tu peux te retrouver chauve ou à l'inverse, tu peux retrouver tes cheveux. Après, ils peuvent, soit jamais retomber, soit retomber. Enfin, vraiment, on sait pas et c'est très aléatoire. Ouais. Et est-ce que tu sais, quel, pourcentage de la population, française du moins est touchée ou pas? Enfin, si c'est très important ou pas? Je sais que c'est quand même des chiffres importants. Après, moi, j'ai les chiffres que de 2017, donc c'est quand même, assez vieux. En 2017, il y avait entre 60 000 et 120 000 personnes, donc c'est pas quelque chose de précis comme chiffre Mmh. et du coup, ça nous dit pas non plus si c'était 120 000 personnes ou 60 000, si c'était des hommes, des femmes, si c'était une tranche d'âge particulière, si c'était une alopécie ou par plaque ou totale, enfin, on sait pas grand-chose et du coup, des chiffres existent, mais je pense qu'ils sont placés là pour dire, «On a mis des chiffres» et voilà. Ah ouais, je vois. C'est peut-être pas, vers là que se concentre, toute la recherche et les études, quoi. C'est ça. OK, donc toi, tu as une alopécie, entre guillemets «avancée», enfin d'un stade important qui fait que tu es, complètement chauve au niveau de la tête, mais tu as, des est-ce que tu as des sourcils? Est-ce que tu as des cils? Est-ce que tu as des poils sur le corps? Alors moi, en fait, ça a commencé à l'âge de 7 ans par une alopécie par plaque. Donc là, du coup, j'avais beaucoup de cheveux, mais juste quelques endroits où il y en avait pas. Au début, ça se voyait pas beaucoup. Après, ça a commencé à se voir parce que mes cheveux tombaient de plus en plus et étaient beaucoup moins épais. Après, j'ai retrouvé encore des cheveux. J'avais des plaques, mais vraiment minuscules et on les voyait pas du tout. Et en cinquième, du coup, si on fait le calcul, 6 ans après à peu près, j'ai perdu tous mes cheveux et là, je suis devenue chauve. Donc c'était cheveux, cils, sourcils et poils. En fait, j'avais tout perdu, toute ma pilosité. Après, ça a un peu fluctué. J'ai eu une repousse de cheveux très petite. Il y a enfin, quand je dis très petite, c'est que, par exemple, quand j'ai laissé pousser, ça faisait long de cheveux, mais il y en avait vraiment pas partout. Ils étaient très fins, ils se cassaient et cetera. Il y a 2 ans. Là, j'ai une petite repousse du coup, mais qui est en train de Mmh. retomber. Enfin, vous pensez que ça repoussait, mais moi, je sais que ça retombe. Et là, j'ai récupéré mes cils du haut, un peu de cils en bas, et là, je commence à récupérer mes sourcils. Donc, ça fait depuis 5 ans que j'attends que mes sourcils reviennent, par exemple. Donc il peut y avoir une repousse de cheveux et pas une repousse de sourcils ou à l'inverse? C'est ça, ouais. Et après, quand il y a des repousses de cheveux, c'est pas forcément partout. Enfin, là, moi, par exemple, c'est juste sur le dessus de mon crâne, et après, c'est pas. Quand ça repousse, c'est pas dans toutes les zones du cuir chevelu. Ouais, donc la maladie, elle fait vraiment exactement ce qu'elle veut de toi, quoi, et ça part dans tous les sens. Ah oui, c'est elle qui décide de tout, hein. Toi, tu es juste là et tu regardes et tu te dis: «Ah, là j'ai des cheveux, là j'en ai pas» et cetera et cetera. Mais tu as pas de questions à te poser au niveau de l'épilation, des jambes, par exemple? Ouais, ça c'est ouais, oui. OK, OK. Non, mais tu vois, c'est fou parce que, je sais pas, moi je trouve ça un peu aberrant et j'ai du mal à comprendre pourquoi, même si, moi personnellement je rentre dans ce système-là parce que j'ai pas la force mentale pour ne pas y rentrer, mais il faut alors c'est pas du tout radiophonique ce que je fais, mais je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts. Il faut avoir du coup des poils sur la tête qu'on appelle des cheveux, au niveau des sourcils, au niveau des cils, mais il faut pas en avoir sous les aisselles et il faut pas en avoir sur les jambes. Ah, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, si un jour je suis amenée enfin là, je sais que j'ai des petites repousses quand même, bah, sous les aisselles, par exemple et à chaque fois, je me dis: «Si jamais un jour, je sais pas moi, à 20 ans, 25 ans ou 40 ans, 60 ans, je me retrouve à retrouver ma pilosité du corps, quitte à casser les codes vis-à-vis du regard des autres de la féminité avec mes cheveux». Je me dis: «Autant la casser aussi pour la pilosité corporelle et si ça repousse, bah, l'esthéticienne, bah, j'y vais pas et puis basta et puis hop». Eh ouais, tu raison, j'adore. On va revenir un petit peu en arrière. Avant l'âge de tes 7 ans, tu te décrirais comment? Avant mes 7 ans, j'étais une petite fille très souriante, joyeuse, qui s'éclatait avec ses copines et je pense, pas horrible, enfin vraiment mignonne et je souriais tout le temps et j'avais une joie de vivre hyper forte et je goûtais un peu à toutes les belles choses de la vie. Après, je peux pas dire que ça a changé dès que j'ai eu l'annonce de ma maladie parce que malheureusement, on m'a juste dit: «Tu as une alopécie» et ça s'est arrêté là, en fait, parce qu'on n'avait pas grand-chose de plus à me dire puisque c'est une maladie où il y a pas forcément besoin de traitement ou ils avaient pas besoin de nous dire plus de choses que ça et du coup, je suis restée quand même la petite fille souriante et à 7 ans, on comprend pas forcément le mot maladie. Moi, j'étais dans l'incompréhension. Pour moi, ce mot-là, il était inconnu et du coup, je me suis dit: «OK, j'ai juste des petites plaques sans cheveux et c'est pas grave». Mais c'est quand j'ai vraiment perdu tous mes cheveux et que du coup, j'ai commencé à subir du harcèlement scolaire que là,
la petite Pauline de 7 ans, elle n'existait plus et c'était une Pauline renfermée qui ne parlait plus, qui était dans le silence et qui avait plus goût à rien en fait, qui voulait plus sourire, qui trouvait toujours tout négatif, qui avait plus de joie de vivre et ouais, c'était vraiment un grand cercle vicieux très compliqué. Ouais, donc de tes 7 ans à tes 13 ans, tu continuais à être, assez souriante, ouverte, avec beaucoup de joie de vivre et cetera, quoi. C'est-à-dire qu'au début, la maladie, elle est là, point barre, quoi. C'est ça. Et ça a commencé comment, en fait? C'est toi, tu passais la main dans tes cheveux à 7 ans? Déjà, est-ce que tu t'en souviens? Oui, moi je m'en souviens très, très bien. J'ai l'image dans ma tête tout le temps. C'était un matin d'été où je me coiffais simplement devant mon miroir et qu'en me coiffant, je me rendais compte que j'avais pas mal de cheveux sur ma brosse, plus que d'habitude. Je sais pas, en me coiffant, j'avais dû passer ma main derrière mon crâne et je me suis dit: «Oh, c'est bizarre cette sensation» et vraiment j'ai commencé à paniquer, à pleurer parce que je me suis dit: «Mais c'est quoi que je suis en train de toucher là? C'est pas mes cheveux et tout» et en fait, c'était mon crâne. Enfin, j'avais 7 ans donc je pense pas qu'à 7 ans, tu t'attends à un jour à ressentir cette sensation-là et j'ai eu très peur et tout de suite, j'ai parlé à ma maman. Elle m'a dit: «On va aller voir ta coiffeuse, on va aller voir ton médecin». Donc la coiffeuse m'a dit: «Je pense que c'est une alopécie, mais je peux pas être certaine à 100 faut aller voir le médecin traitant» et lui, du coup, m'a confirmé le diagnostic de ma coiffeuse et simplement là, voilà, on m'a posé, l'étiquette malade. On m'a dit que j'avais une maladie et voilà, finalement. Il y a pas d'examen complémentaire, en fait, que l'observation, de ce qui se passe au niveau de tes cheveux pour poser le diagnostic? Non, moi, j'ai pas eu plus d'observations. C'est le médecin traitant, j'avais que 7 ans, c'était pas très étendu encore pour le moment. Juste, ils savent que perdre ses cheveux, c'est une alopécie et puis hop, ils l'ont collé à ça, quoi. Ouais, et toi, tu sais pas pourquoi c'est arrivé? L'alopécie en elle-même, non, je sais pas. En tout cas, toutes les recherches que j'ai pu faire, je me doute que c'est pas dû à un choc émotionnel. Enfin, il s'est rien passé dans ma vie, j'étais une personne très, très épanouie tout le temps. Après, à 13 ans, quand j'ai perdu du coup l'ensemble de mes cheveux, la maladie était déjà là, elle s'est simplement accentuée très fortement et là, j'ai fait un vaccin donc moi, 2 semaines après, mes cheveux sont tous tombés. Forcément, dans ma tête, c'est le vaccin qui a tout fait tomber. Après ça, bien évidemment, on peut pas en parler à des médecins parce que, bah, ils veulent pas entendre parler de ça et moi, tout ce que je me dis, c'est que c'est encore un combat que je veux mener. Enfin, il y en a vraiment beaucoup et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a plein de choses qui m'énervent encore aujourd'hui avec cette maladie, même si je la vis beaucoup mieux et je me dis, par exemple, ce vaccin-là que j'ai fait, je sais plus du tout c'était pourquoi, mais je sais que j'ai un rappel à faire de ce vaccin quand j'aurai 25 ans et bon, certes, j'ai déjà plus de cheveux, mais comment je vais faire quand je vais arriver devant mon médecin et que je vais devoir me dire: «OK, il faut que je me fasse vacciner de ça», mais moi, je suis persuadée que c'est ce qui m'a fait perdre tous mes cheveux et ce qui m'a fait vivre un enfer donc est-ce que j'ai le droit à choisir aussi alors qu'il est obligatoire? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que je me pose, mais malheureusement, demander ça à un médecin, c'est compliqué parce que rares sont les médecins qui veulent bien s'ouvrir au sujet de, «Le vaccin a peut-être endommagé ma santé» en quelque sorte. Ouais, ouais, et donc du coup, toi, à 7 ans, donc voilà, je reviens, donc tu as ton diagnostic qui est posé. Tes cheveux continuent à tomber ou ça reste comme c'était? Avec, certaines plaques, tu vois, où tu avais moins de cheveux? Alors moi, à 7 ans, du coup, au début, c'est resté, comme ça et c'est à 8 ans, 1 an après, du coup, que là, ça a commencé un peu plus à se développer. J'avais toujours que des plaques et pas une perte totale de mes cheveux, mais les plaques étaient beaucoup plus denses et beaucoup plus visibles et je pouvais pas les cacher par mes cheveux de dessus, en fait. Enfin, elles se voyaient forcément. Du coup, là, j'ai commencé à vivre du harcèlement scolaire pendant à peu près 6 mois, en primaire parce que simplement, bah, c'était sujet aux moqueries et le fait que ça se voit, je pense que ça a aussi attiré le regard des plus grands de mon école. Après, c'est redevenu comme à 7 ans, en fait. C'était vraiment des plaques qui se voyaient de moins en moins. J'ai repris un peu une grosse densité. Il y avait toujours mes petites plaques de derrière qui étaient toujours présentes, mais elles se voyaient pas du tout. Et du coup, après est arrivé, l'âge de 13 ans. J'avais toujours un espèce de tic, c'était de prendre mes cheveux et de les poser sur le côté. C'était vraiment mon moyen à moi de cacher ma plaque qu'il y avait derrière et en 5e, en fait, pendant ça a duré juste 2 semaines, la perte de mes cheveux à peu près. Enfin, la perte après, ça continuait de tomber encore un petit peu au bout de 2 semaines, mais vraiment la grosse chute a eu lieu pendant 2 semaines, en novembre 2014 et je me rappelle encore que tous les matins, je mettais mes cheveux sur le côté, mais quand j'enlevais mes mains, j'en avais plein, en fait, dans ma main et puis à chaque fois que je les mettais tous les matins comme ça, plus les matins passaient, plus je me rendais compte qu'il y en avait de moins en moins et du coup, moi, j'ai commencé à me dire, quand je les mets sur le côté, c'est bizarre que j'en sente de moins en moins. Du coup, j'ai commencé à en parler à ma maman, puis ma maman, elle me dit: «Bah oui, en effet, enfin, je trouve que c'est un peu moins épais, tout ça» et au final, c'est là que je me suis rendu compte que, bah, j'étais simplement en train de devenir chauve, mais j'ai pas eu le temps de le réaliser parce que tout s'est passé si vite et le temps que je comprenne que je continue à perdre mes cheveux et le temps que je veuille bien entendre ça parce qu'au début, tu te dis: «Mais non, je me fais des films, mais non, mes cheveux ils tombent pas, c'est juste moi qui stresse ou quoi que ce soit et au final, bah, finalement, c'est plus mes camarades et mon entourage qui ont vécu la perte de cheveux plus que moi finalement. Parce que moi, je l'ai ressenti psychologiquement, mais je la voyais pas forcément. Enfin,
mes cheveux, ils sont sur ma tête, donc je les voyais pas, alors que ceux qui étaient devant moi tout le temps me disaient: «Pauline, tu as vraiment de moins en moins de cheveux» et arrivé le matin où je suis arrivée et j'avais plus qu'une toute petite mèche, donc c'était vraiment ridicule et le lendemain, en fait, bah, c'était, finalement le dernier jour où j'avais eu des cheveux dans ma vie et après je suis arrivée au collège, chauve. Donc là, ça a été tout de suite, la volonté de me cacher, donc je voulais toujours m'asseoir en petite boule près des casiers avec toutes mes copines qui m'entouraient parce que je me sentais pas bien, je voulais pas qu'on me regarde et là, s'en est suivi un long combat et voilà. De tes 7 ans à tes 13 ans, on t'avait jamais prévenu? On t'avait pas prévenu que c'était possible que tout tombe à un moment, que tu deviennes chauve? Non, moi, j'étais pas au courant. On m'a toujours posé le nom de la maladie, mais après on m'a jamais renseignée sur le sujet et puis moi, j'étais une enfant, donc j'allais pas aller chercher sur internet, enfin, je savais rien. Tu avais juste vu ton médecin traitant et tu avais pas vu d'autres médecins, dermatologues et cetera, à ce moment-là? Non. De mes 7 ans à mes 13 ans, j'ai jamais vu de d'autres médecins. D'accord et donc là, 13 ans, un jour, tu as plus du tout de cheveux. En plus, ça, c'est la période de l'adolescence. La confiance en soi et tout ça, c'est très, très, très compliqué. C'est des moments où on peut être très cruel les uns envers les autres parce qu'on n'a pas confiance en nous. Du coup, pour se rassurer, on rabaisse les autres et comme ça, on a l'impression de valoir un petit peu plus. Pire moment pour qu'il t'arrive ça. Comment tu as géré? Comment tu as vécu les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as essayé de cacher du coup ta tête? Enfin, comment ça s'est passé? C'était vraiment très compliqué, donc j'ai perdu mes cheveux en novembre et de novembre à avril, 2015 du coup, j'ai mis un bonnet, le truc basique à pompons, hein, un bonnet d'hiver, sauf que quand je l'ai enlevé, c'était en avril, donc ça avait plus lieu d'être et pendant cette période déjà a commencé, le harcèlement scolaire. Donc déjà, moi, j'étais perdue parce que je venais de perdre tous mes cheveux et que j'étais pas prête à ça. Tout le monde était un peu perdu, moi j'étais désemparée, je commençais déjà à rentrer dans le silence, je commençais déjà à être mal, à vouloir arrêter tout ce qui me faisait du bien, à vouloir arrêter mon sport, enfin voilà, j'étais juste perdue et désemparée et du coup, vers à peu près, janvier 2015, donc 2 mois après ma chute de mes cheveux, là a commencé le harcèlement scolaire que j'ai vécu pendant 2 à 3 ans à peu près. Et c'était par rapport au bonnet? C'était par rapport au fait que je sois chauve. Donc les gens savaient malgré le bonnet que tu étais chauve? Ils m'ont vue, perdre mes cheveux, donc oui. D'accord et le bonnet, tu le mettais en classe aussi? Non, moi je l'enlevais juste dans ma classe à moi. En salle d'études, j'étais obligée de le faire, donc c'était très compliqué parce qu'il y avait 90 enfants avec moi et sinon, dans la cantine, je mangeais avec et je l'avais toujours sur moi. D'accord, donc vu qu'il y a des moments où tu l'enlevais, tout le monde savait que sous le bonnet, il y avait pas de cheveux, quoi. Oui et de toute façon, la chute a eu lieu au collège, donc tout le monde a vu, m'a vu perdre mes cheveux, en fait et là, tout de suite a commencé le harcèlement scolaire. Donc au début, ça a commencé par, des rumeurs qui circulaient dans tout le collège, comme quoi j'avais un cancer, que c'était contagieux, qu'il fallait pas m'approcher, que j'allais peut-être mourir, que du coup, ça servait à rien d'être mon amie, enfin, des choses comme ça. Oh là là. Oui, non, non, c'était affreux, c'était vraiment affreux. Après, on a commencé à passer un peu plus à l'étape supérieure. Donc déjà, il y avait les personnes aussi qui me montraient du doigt, qui me fixaient, qui s'amusaient genre toujours à me regarder comme ça. Et puis dès que moi je me mettais à les regarder, hop, ils baissaient les yeux. Enfin, c'était toujours une manière de me montrer qu'ils avaient de l'emprise sur moi. Ils faisaient tout pour me faire sentir inférieure, en fait. Moi, j'avais l'impression d'être minable à côté d'eux. Mmh. Il y a eu beaucoup de mots aussi très compliqués, vraiment du harcèlement psychologique en fait qui a été très dur où on me disait toujours: «Faut pas que t'en parles», ou des termes toujours très compliqués, enfin, des surnoms, on me faisait comprendre que je valais rien, tout ça et moi ces mots-là, j'ai fini par me les intégrer parce que je les entendais tous les jours donc pour moi c'était quelque chose de banal finalement et c'est horrible à dire et quand ils ont vu que malheureusement ça devenait ma routine et que moi tous les matins je me levais et j'allais au collège en me disant pas genre: «Trop bien une journée en plus», mais c'était plutôt: «Allez, encore une journée à subir», bah, ils ont commencé à se dire, «C'est pas suffisant» et là ils ont commencé à m'arracher mon bonnet. On trouvait ça drôle en fait au collège et du coup, bah, vu que j'avais un petit pompon, sur mon bonnet, là tout le monde s'amusait à me l'arracher. Ils trouvaient ça drôle, moi je me mettais à pleurer, je leur mettais sur ma tête et hop rebelote, ils recommençaient et un jour, moi, j'ai dit: «Mais stop, c'est plus possible, enfin, je me suis dit: "Il faut que je trouve une solution"» et là, du coup, mes parents qui, eux, en plus, me disaient: «Pauline, tu vas pas garder ton bonnet jusqu'au mois d'avril, c'est n'importe quoi, faut que tu mettes une perruque» et moi, d'un côté, c'était pas mon choix, enfin, j'ai pas dit: «Je veux mettre une perruque», donc ça a été très compliqué parce que ça a pas été un choix personnel. Puis d'un autre côté, je me suis dit: «Ils doivent avoir raison, c'est mes parents, ils font ça pour mon bien et au moins maintenant je serai cachée de tous les regards». Parce que tu leur en parlais à tes parents du harcèlement que tu subissais? Non, ils voyaient juste que j'allais mal, que j'étais triste, mais après je pense qu'ils remettaient ça sur le dos de juste le fait que je sois chauve et que j'ai perdu tous mes cheveux. Mmh. Donc oui, il y avait de ça, mais il y avait pas que de ça et je pense que si j'avais pas vécu de harcèlement, même si on peut pas dire si parce que c'est pas le cas, je pense que ça aurait été peut-être plus simple pour moi de prendre ce temps-là pour
comprendre ce qui m'arrivait, en fait. Je l'ai compris qu'à 18 ans alors que c'était à 13 ans et c'était vraiment très compliqué. Je pense pas forcément accepter, mais au moins comprendre un petit peu pourquoi j'avais pu perdre mes cheveux et ce qui se passait dans ma vie, parce que j'étais vraiment perdue. Mais le soir, non, quand on me disait: «Pauline, tu as passé une bonne journée», bah, j'allais pas leur dire: «Oui, au fait, on m'a arraché mon bonnet». Enfin, c'était des choses improbables pour moi. Je me suis dit: «Limite, ils me croiront pas» et du coup, j'ai fini juste par me dire: «Oui, oui, bah, une journée normale, quoi» et en fait, pour moi, c'était devenu la banalité de vivre ça et je me suis dit: «La perruque, c'est un peu le truc qui va tout changer» et finalement, donc au début, ça a été le cas dans le sens où moi, je me sentais en sécurité. Puis je me suis rendu compte petit à petit que même si moi j'étais sous ma perruque, bah, les moqueries continuaient parce qu'ils se sont dit: «Bon allez, maintenant elle porte une perruque». Enfin, c'est vrai que pour moi déjà, à cet âge-là, la perruque, c'était pas un rapport facile. Dans ma tête, porter une perruque en 5e, c'était quelque chose de sale, quelque chose de pour les personnes âgées. Enfin, j'avais pas été renseignée sur tout ça et j'avais un apport vraiment très compliqué avec la perruque. Je sais plus les termes que je me disais à ce moment-là, mais je sais juste que pour moi, la perruque, c'était quelque chose de pas approprié, en fait, à qui j'étais. Enfin, je voyais ça comme, bah, quelque chose encore un terme d'infériorité finalement et eux s'en sont servis contre moi et ont continué les moqueries à vis-à-vis de ça et puis je me suis rendu compte que oui, la perruque, me permettait de ne plus avoir, le sentiment qu'on m'arrache quelque chose de ma tête, mais dans tous les cas, j'avais toujours ces personnes-là qui se moquaient de moi, qui étaient toujours présentes, qui n'arrêtaient pas et qui avaient vu tout ce qui s'était passé avant. Donc dans tous les cas, j'avais pas, ce fait de tout recommencer à zéro. Et c'est quand je suis rentrée en 3e, donc 2 ans après, que je me suis dit: «C'est bon, les grands de mon école qui se moquent de moi sont partis et ça ira mieux» et je me suis dit: «C'est bon, maintenant tu es plus inférieure, tu es grande et cetera» mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça et je pourrais presque même dire que mon année de 3e a été pire que le harcèlement scolaire. Parce que je pensais pas qu'après le harcèlement scolaire, il y avait, la chute en fait de ce qui s'est passé, la chute des nerfs et le fait qu'on réalise aussi ce qui vient de se passer pendant longtemps et l'après est souvent plus dur que pendant, parce que pendant on s'accroche, on est dans le truc en fait et après il y avait plus rien qui se passait et je me suis dit: «OK, enfin, c'était vraiment horrible» et là j'ai commencé à juste avoir des idées noires, à comprendre que tout ce qu'on m'avait dit, c'était peut-être vrai et je m'étais vraiment ancré les mots qu'on avait pu me répéter pendant 2 ans dans ma tête parce qu'en même temps entendre ça tous les jours, j'ai fini par y croire et là j'ai commencé à me dire: «OK, ma vie elle sert à rien», donc j'ai eu des idées noires, je commençais à me dire que je valais rien et que ouais, être chauve, bah, c'était quelque chose de mal dans la société et qu'il fallait que personne ne soit au courant et là ça a vraiment été très compliqué. J'ai vécu une année dure parce que je pensais vraiment tout oublier comme ça et puis en fait, bah, rien ne s'oublie, juste on apprend à vivre avec et là, la perruque, en plus, je commençais déjà à ne plus l'aimer, à me rendre compte que c'était pas un choix que je voulais faire, que je l'avais fait pour me cacher du regard des autres, mais pas pour être bien dans mon corps à moi et que moi, la perruque, c'était pas qui j'étais, c'était juste un casque que je mettais pour me protéger, mais finalement, dans le fond, je me sentais pas bien dessous parce que c'était pas qui j'étais vraiment et quand je suis rentrée en seconde, je me suis dit: «Bon, peut-être que c'est une nouvelle année, personne sera au courant que j'ai une maladie, personne saura que je porte une perruque et tout ira mieux» et encore une fois, je me suis trompée parce que déjà tout ce qu'aujourd'hui je peux revendiquer et tout ce que je comprends, à ce moment-là, je le comprenais pas parce que j'étais pas ouverte et positive et je parlais pas tout ça donc moi juste je restais butée dans mon, train-train quotidien de encore un jour à vivre et c'était un poids sur les épaules où je comprenais encore jamais et je réalisais rien finalement de ce qui se passait et là je me suis dit: «Bah, en fait, le fait que personne ne sache, ça m'aide pas non plus» parce que quand on me propose d'aller à la piscine, dans un parc d'attractions, d'aller faire du sport, moi je refuse, mais je peux jamais donner d'explication. Je vais pas leur dire, «Parce que je porte une perruque». Enfin, c'était pas simple pour moi. Parce que quand tu es arrivée du coup au lycée, les personnes savaient pas que tu portais une perruque? Non, c'était mon choix, ouais. Je suis rentrée, je me suis dit, «Personne saura que j'ai une maladie, personne saura que j'ai une perruque, donc on me laissera tranquille». Mais moi, c'était vraiment le fait que juste, je voulais pas encore subir des moqueries et je me suis dit: «Il faut que je le dise à personne, comme ça au moins je serai tranquille». Sauf que quand, des personnes ont commencé à me proposer de faire des activités que je ne pouvais pas faire, parce qu'avec une perruque, malheureusement, on peut pas vraiment tout faire facilement, je me suis dit: «Bah, comment je vais leur dire ça?» ou même il y avait toujours ce fait que quand j'allais mal psychologiquement à cause de ce qui s'était passé au collège, parce que je pouvais pas l'oublier comme ça et ça s'était passé il y a finalement que 1 ou 2 ans, je pouvais en parler à personne parce que j'allais pas leur dire: «Au fait, on s'est moqué de moi parce que je porte une perruque», ça serait vraiment tout raconter et là, ça a été très, 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 très long jusqu'au jour où j'ai réussi à en parler et ça a été vraiment libérateur et c'était ma bouée de secours finalement. On va revenir là-dessus. Mais, du coup, en fait, toi, ce que tu essayais de faire, au quotidien, c'était de passer le plus possible inaperçu, de te cacher le plus possible, quoi. Tu voulais surtout pas qu'on se rende compte que, tu portais une perruque et que sous la perruque, tu avais pas de cheveux, quoi. C'était ton objectif tous les jours. Bah, en fait, mon objectif c'était un peu bizarre, c'était pas un objectif, c'était plutôt comme si j'étais obligée de le faire
malheureusement, dans cette société, on est obligé. On nous force à beaucoup de choses et ne pas faire ce qu'on nous force à faire et ne pas se démarquer, c'est paraître pour la personne inférieure, pour la personne folle, pour la personne qu'on peut donner de plein de noms. Et vu que je venais de subir ça pendant tout mon collège, parce que même quand j'ai eu ma perruque, ils savaient que j'avais pas de cheveux en dessous, ils savaient que c'était une perruque, donc ils s'en sont servis. Moi, je me suis dit: «Faut que je sois comme tout le monde, parce que comme ça, on me laissera tranquille». Sauf que dans le fond, là, j'apprenais juste à montrer une personne que j'étais pas et c'était trop compliqué. Et alors ça, c'est un détail, mais est-ce que tu maquillais tes sourcils, du coup? Non, par contre, je maquillais pas mes sourcils. Ça, j'ai jamais voulu y toucher. Il y a beaucoup de personnes qui me disent tout le temps, qui m'ont dit: «Tu veux pas te maquiller les sourcils? Ça fera beaucoup plus, enfin, ça fera plus femme, plus naturel». Moi, ces gens-là, je les regarde et je leur dis: «Mais les gars, c'est quoi ce plus femme, plus naturel? Enfin, là, je suis moi, ça sera pas naturel de» bref. C'est pas en te maquillant que tu seras plus naturelle, ça, c'est certain. Et pour revenir sur la perruque en tant que telle, du coup, j'ai un petit peu, fouillé dans, ce que tu as pu écrire, sur ton compte Instagram et je me suis rendu compte de plein de choses auxquelles je pensais pas. En fait, la perruque, ça peut être un enfer, surtout dans ton cas quand tu l'as pas choisi. Après, si tu choisis de sortir avec une perruque, je sais pas pourquoi je pense à Bilal Hassani, tu vois? Qui choisit de porter une perruque, Oui, c'est un peu un exemple. ouais, voilà, j'imagine qu'il est hyper content d'avoir sa perruque et de toute façon, tout le monde sait qu'il a une perruque, donc il a pas à se poser la question de savoir si elle va bouger ou quoi, tant pis parce que, bah, on le sait quoi, il essaye pas de faire comme si c'était ses cheveux. Mais en fait, toi, c'était subi et il y a plein d'inconvénients à la perruque. Alors, tu ça gratte, ça tient chaud, ça bouge, du coup, tu peux pas mais moi, j'avais jamais pensé à ça. Tu peux pas aller te baigner dans la mer. Tu peux même pas aller au bord de la mer s'il y a du vent parce qu'elle va bouger. Tu peux pas faire des attractions, dans des parcs d'attractions. Tu peux pas courir alors que j'ai cru comprendre, du coup, que tu adorais le sport et que, pour toi, c'était, hyper important de te dépenser, mais qu'en Ouais. fait, quand tu étais en cours de sport, bah, tu courais tout doucement pour pas prendre de vitesse, pour pas risquer que ta perruque, elle bouge. C'est aberrant, quoi, tu vois? Oh putain! Mais il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui que genre, tu sais, genre, c'est tellement normal pour moi que ça se soit passé comme ça, que je réalise pas forcément. Tu sais, je me dis: «Ça s'est passé comme ça», mais j'arrive pas à réaliser et là, le fait que tu m'énumères le fait que fallait que je cours doucement, je me revois la scène et je te jure, ça m'a émue. Enfin, genre, je me suis dit: «Putain, mais c'est vrai», genre, j'adorais le sport et je pouvais même pas me dépenser comme je voulais, enfin. Et il y a même d'autres trucs, parce que du coup, tu fais de la gymnastique et tu étais obligée pour les compétitions, si j'ai bien compris, d'enlever ta perruque parce que, bah, forcément, tu fais un salto, arrière ou je sais pas quoi, une roue, bah, ça tombe si tu as ta perruque et donc du coup, pour toi, c'est devenu alors que c'était un réel plaisir de faire de la gym, bah, c'est devenu un affrontement avec ta maladie et plus un plaisir, quoi. Alors justement, moi, en fait, la gym, c'était quand j'en parlais tout à l'heure, que je disais que j'avais envie de tout arrêter, même le sport que j'aimais vraiment et la gym, ça a toujours été ma passion et aujourd'hui, je considère que c'est bien plus qu'un sport parce que c'est ce qui m'a aussi sauvée et je me dis toujours, bah, finalement, je me souviens de ce fameux rendez-vous où j'étais, dans le centre de la perruque et que j'ai dit à la dame, «Et pour la gym, ça tient?» Puis elle m'a dit, «Genre la gym des saltos?» Je fais: «Oui». Elle me fait: «Bah non, ça tiendra pas». Et quand on m'a dit ça, moi, je me suis dit enfin, en fait, j'ai vu le monde s'effondrer autour de moi et je me suis dit: «Mais moi, sans gym, je peux pas vivre». Enfin, Mmh. c'était une de mes raisons de tenir, en fait et je me suis dit: «Sans la gym» parce que pour moi, ne pas mettre de perruque au sport, c'était arrêter, hein, c'était pas me dire: «OK, je le ferai sans perruque» Ouais. et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, arrêter la gym, c'est tout arrêter et j'arrête de me battre, ça sert à rien» et au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon coach était lui-même chauve, donc j'ai jamais su ce qu'il avait, mais en tout cas, c'était une leçon de vie importante et aujourd'hui, je donnerais tout pour le revoir et lui dire: «Mais juste merci» parce que sur le coup, j'ai pas réalisé, mais aujourd'hui, je réalise que si j'ai continué, c'est parce que tu étais comme moi et que je me sentais pas seule dans la salle de gym comme ça et il m'a toujours dit, «On va y arriver ensemble et je vais t'aider à aller mieux» et je me souviens de mon premier gala où il y avait plein de gens dans le public et que moi j'étais terrorisée parce que là, j'avais réussi à continuer la gym, mais à l'idée d'être vue comme ça et montrée comme ça, alors que je vivais du harcèlement scolaire au collège en même temps, je me suis dit: «C'est pas possible» et là, il m'a dit: «Mais écoute, on va faire un truc tous les 2, on va commencer le gala tous les 2, comme ça ils vont nous voir d'un coup et c'est bon, ils t'auront vu, ça sera fait, tu seras tranquille toute la soirée». Alors là, je me revois moi en train de pleurer tétanisée, je voulais pas le faire. Ma maman à côté de moi, au lieu de me rassurer, qui pleurait parce qu'elle était trop stressée pour moi. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et au final, là, on est sortis, on arrivait tous les deux en plein milieu. Puis là, juste, c'était incroyable parce que je me suis dit, mais en fait, le collège, c'est pas toute ma vie. En dehors du collège, il se passe aussi des choses belles. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de toujours garder quand même un petit coin de ce sourire et de me dire, un jour, il se passera des belles choses aussi. Mais c'est vrai que malheureusement, la perruque, oui, ça empêche de beaucoup de choses. J'aurais jamais pu faire de gym avec une perruque si c'était mon souhait.
Et même si aujourd'hui je considère que je l'ai enlevé et que mon rapport à la perruque avant, parce que chacun a un rapport différent, était très nocif, très malsain, ça m'empêchera jamais d'en remettre, mais pour le plaisir, en changeant ce rapport que j'avais avec ça. Bon, pour l'instant, j'ai un gros blocage avec les perruques du coup, parce que moi, quand j'en mets une, je me rappelle de tout ce qui s'est passé avec, mais je me dis que si un jour j'ai envie d'en remettre, la sortir dans la rue, je m'en empêcherai jamais. C'est mon droit et c'est mon choix. Ouais, et puis j'imagine qu'il y a différentes qualités aussi de perruques avec différents prix. Ma perruque était inconfortable et coûtait 1 300 €. Ouais. Alors c'est ça aussi que j'ai appris, c'est qu'il y a une partie du prix de la perruque qui peut être remboursée si et seulement si tu prends une perruque qui coûte moins de 700 €. Et encore, c'est qu'une partie. Et si la perruque elle coûte plus de 700 €, tu payes à ce moment-là plein pot parce que tu as décidé d'avoir une perruque un peu haut de gamme. Donc c'est que tu peux te le permettre et du coup, tes 200 € de remboursés, tu te les mets où je pense, quoi. C'est ça? C'est exactement ça et ça a été un gros combat pour moi. Malheureusement, ce combat est en pause pour le moment parce qu'avec, la situation sanitaire actuelle, je peux pas me permettre de relancer le ministère de la santé ou quoi que ce soit. Pour la petite histoire, moi, mes premières perruques coûtaient moins de 700 €. Du coup, la sécurité sociale remboursait, je crois, 250 € et la mutuelle de mes parents, par chance, remboursait le reste. Donc on ne payait rien de la perruque. Sauf que déjà, ça, c'est le cas pour une perruque par an. Sauf que, enfin, moi, étant jeune, bougeant beaucoup, aussi, enfin, je sais pas si ma tête pouvait grandir, mais ma perruque se déformait en deux et du coup, j'avais besoin d'en acheter plusieurs par an. Donc à chaque fois, à la fin de l'année, je finissais avec une perruque très, 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 très abîmée parce que, bah, vous, vos cheveux, vous pouvez les réactualiser, on va dire, quand il faut, les couper, et cetera et moi, je pouvais pas et du coup, elle était vraiment très abîmée et là, un jour, je me suis dit, «Déjà, on va changer de centre de perruque» parce que ça se passait pas forcément très bien dans celui où j'allais avant et je me suis dit, «Du coup, ça veut dire que j'aurais pas la même perruque» parce que je prenais toujours la même avant et j'ai senti beaucoup d'injustice du fait de devoir choisir mes cheveux, qui n'étaient pas les miens, dans un catalogue. Et là, déjà, j'ai commencé à me dire, OK, genre c'est enfin, je sais pas, j'ai senti un truc bizarre. Je me suis dit: «Mais c'est trop bizarre de choisir ce que je vais porter sur un catalogue». En plus, là, j'avais déjà un rapport à la perruque compliqué et aussi le fait, du prix, parce qu'avant, j'avais beaucoup de choix en dessous de 700 € et là, il y en avait que quelques-unes. C'était du synthétique, c'était pas du tout des coupes, qui me plaisaient. Moi, je voulais du blond et du long et là, c'était du court et du noir, du brun châtain et ça m'allait pas du tout et je trouvais ça vraiment dur de devoir choisir quelque chose qui déjà n'était pas un choix personnel de mettre une perruque et en plus de ne pas avoir un choix qui me convenait et là j'ai regardé ma maman et j'ai dit: «Bah moi la seule qui me plaît c'est celle-ci mais elle coûte 1 300 € et là on s'est dit: 1 300 € c'est déjà très cher et en plus du coup il y a aucune aide et au début elle m'a dit: «Ça va pas être possible» et moi je l'ai regardée, je me suis mise à pleurer, j'ai fondu en larmes et j'ai dit: «Mais comment ça?» Enfin déjà c'est dur de devoir mettre une perruque pour être comme tout le monde et ne pas subir, les regards de la société, mais si en plus faut y mettre cet argent-là, enfin je trouvais ça super compliqué donc au final je l'ai prise, mais je me suis rendu compte de beaucoup d'injustices, enfin au terme du prix déjà, de l'aide que la société pouvait apporter et de l'inconfort que ça pouvait être, hein, parce que malheureusement, encore une fois, c'est peut-être le fait que je sois jeune, que je fasse beaucoup de sport avec, mais moi elle a jamais bien tenu, elle a jamais été bien réglée à ma tête et ouais, on l'a payé cher pour qu'au final, derrière ça soit de l'inconfort permanent, autant psychologique que physiquement et c'est là que j'ai décidé avec, l'aide de mes professeurs de rédiger une lettre au ministre de la santé parce que je me suis dit à un moment, «Faut que ça change» et je pense que c'est mes premières injustices que j'ai commencé à ressentir, de par ce combat-là et oui, encore une fois, malheureusement, il y a pas eu de suite pour le moment, mais je relancerai ça et c'est pas fini, c'est qu'une pause et je veux que ça change. C'est génial que tu aies écrit une lettre au ministre et effectivement, ça semble complètement injuste que ça soit pas pris en charge. Enfin, c'est aberrant, en fait. Ouais. C'est drôle, en fait, que, tu voulais une perruque avec des cheveux longs. Parce que pour moi, c'était qui j'étais avant de perdre mes cheveux. J'étais la petite Pauline avec les cheveux longs et blonds et je voulais pas que ça change. Je voulais rester le plus, possible moi parce que pour moi, c'était pas envisageable à ce moment-là de pouvoir porter des perruques qui sortaient de qui j'étais normalement. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, évidemment, profiter de pouvoir mettre une perruque et de la changer et de mettre une autre couleur ou une autre coupe, c'était inenvisageable. Ouais et puis, ça aurait été entre guillemets, «trahir ton secret» parce que, ben, on se serait rendu compte, si, un jour tu as les cheveux bruns et le lendemain tu as les cheveux blonds, bah, que c'était une perruque, quoi. C'est ça et je pense que quand on fait ça, on accepte globalement le fait de pouvoir changer et d'avoir cette maladie, donc moi, c'était pas le cas au début et Toi, avant du coup de créer ton compte Instagram, tu connaissais personne qui souffrait d'alopécie? non. En plus d'avoir souffert du collège et de souffrir de ce manque de représentation, de souffrir de mon silence finalement que j'avais, créé moi-même et que je m'étais
Oui, c'est ça, auto-imposé, en fait, finalement. Je souffrais de tout ça et en plus de ça, je me sentais seule, incroyablement seule. Déjà du fait que je connaissais personne qui avait la même maladie que moi et aussi parce que j'avais l'impression d'être incomprise et quand j'essayais de parler et de montrer que ça allait pas, soit c'était souvent minimisé parce qu'on se disait: «C'est juste des cheveux», Ouais. soit on allait toujours oublier qu'une personne, elle a un état psychologique, en fait. Souvent, on considère qu'une personne, si elle est malade et que physiquement ça l'atteint, eh ben, elle est vraiment malade, faut l'aider et cetera. Mais quand physiquement ça ne fait rien, on oublie que derrière la personne, elle peut aussi psychologiquement souffrir et moi, j'ai manqué finalement de soutien vis-à-vis de ça parce que je me sentais vraiment seule et je savais pas comment en parler, à qui en parler et après 5 ans, sortir du silence, c'est presque improbable finalement. Enfin, si on continue de parler petit à petit, même si on se renferme un peu sur nous-mêmes, mais qu'on arrive à déceler des choses, c'est plutôt positif. Mais moi, vraiment, pendant 5 ans, je ne parlais absolument pas de cette maladie. Je ne disais jamais qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'était pas parce que je voulais pas parler. C'est juste parce que je trouvais pas le moyen de le faire, vu que les jours avançaient et que j'en parlais de moins en moins. Je sais pas comment expliquer. Je pourrais jamais en vouloir à quelqu'un de pas m'en avoir parlé parce que je pense qu'ils se sont dit si elle n'en parle pas, c'est qu'elle a pas envie d'en parler. Et du coup, ils ont pas lancé le sujet. Enfin, c'était une manière de me protéger finalement et sauf que moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un un jour me dise: «Putain Pauline, mais tu vas nous en parler ou quoi?» Enfin, qu'on m'engueule finalement et qu'on me dise: «Bah, parle un jour». Parce que là, je me renfermais dans mon silence et je pouvais m'en prendre qu'à moi-même parce que c'était moi qui étais maître de mes choix finalement. Les jours passaient et je me suis dit, 1 an, 2 ans sans en parler, enfin, il y avait pas de moyen de lancer le sujet, quoi. Et t'en parlais à personne, du coup? Ah non. Donc, nous voilà en mai 2019. Ouais. Tu fais un voyage scolaire en Finlande et là, vous êtes hébergés dans une structure qui a des douches collectives. Et donc là, vu que personne n'est au courant en fait que tu portes une perruque, c'est la cata parce que si tu veux te doucher, il faut que tu enlèves ta perruque et que tout le monde te voit. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, dans ma tête, c'est la panique et c'est, pour moi, les voyages, ça a toujours été quelque chose d'échappatoire pour échapper à ce que je ressentais tous les jours, en fait. Parce que chaque jour, pour moi, c'était une pression de plus. C'était un peu genre, une journée en plus, c'était un poids. Et quand je partais en voyage, c'était ma libération. Le fait d'être avec des personnes que je connais pas forcément, le fait d'être dans un autre pays avec d'autres cultures, moins de regards parce que les gens ne savent pas que j'ai une maladie ou simplement parce que, ce sont des pays plus ouverts. Et là, quand je suis arrivée, je me suis dit: «Même ça, on me le prend, en fait. Même cette joie de partir en voyage, on me l'a prise, on me l'a arrachée» et là, dans ma tête, ça a vraiment été, je pense, ce qui m'a fait basculer dans le côté psychologique où je me suis dit: «C'est bon, j'arrête. J'arrête d'essayer d'aller mieux parce que j'y arrive pas» et je luttais toute cette année de première en me disant: «Je veux réussir à aller mieux, je veux aller de l'avant». J'avais commencé à en parler un petit peu du fait que je portais une perruque et là, je me suis dit: «Non mais OK, c'est bon, j'arrête tout, enfin, j'en ai marre, on me met des obstacles tout le temps» et j'allais pas bien. Donc après, sur le coup, je me suis dit: «Bon, avant de penser au mal, on va juste penser à ce voyage. Faut quand même que je prévienne quelqu'un». Donc là, j'en ai parlé à ma professeure d'anglais de seconde qui nous accompagnait pendant ce voyage et jamais je pourrais oublier ce qu'elle a fait parce que enfin, je cesserai jamais de lui dire, hein, mais elle m'a sauvé la vie encore une fois parce que à ce moment-là, dans ma tête, si rien n'avait été fait, si j'avais pas été bien accompagnée avec ce voyage, je me serais jamais remise de tout ça, en fait. Et là, au voyage, elle m'a dit: «Écoute Pauline, ton histoire me touche et on va faire, tout au mieux pour que personne ne l'apprenne et pour que tu vives un voyage incroyable». Et elle a vraiment été là, elle a su être là pour que personne ne l'apprenne, que je puisse prendre des douches, à des horaires plutôt décalés des autres, que personne ne me voie et ce geste, je sais que pour elle, ça peut être très futile et qu'aujourd'hui, quand je lui dis merci, elle comprend pas forcément pourquoi, parce que ça lui paraissait normal de le faire. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient pas fait ça, parce que beaucoup auraient trouvé ça, bête d'avoir peur pour une histoire de douche. Beaucoup auraient pas forcément pris ce temps aujourd'hui pour aider quelqu'un d'autre et moi, j'ai trouvé ça incroyablement beau et je me suis dit: «Il faut que j'en fasse quelque chose» et je pense que ça a été un peu, le déclic, le truc révélateur finalement de tout ce qui s'est passé derrière et c'était ma bouée de sauvetage encore une fois. Donc en fait, si je lis, entre les lignes de ce que tu dis, à ce moment-là, tu étais au bord du gouffre et soit tu tombais, soit quelqu'un te rattrapait par la main, quoi. C'était exactement ça. Et ben, on peut la remercier de t'avoir retenue, de t'avoir pris la main. Ouais, vraiment. Là, tu pouvais plus, en fait. Ah, j'en pouvais plus. Bah, en fait, je pense pas que c'était ma pire année dans le sens où la troisième c'est vraiment là où j'ai failli, prendre mes clics et mes claques et me dire: «C'est bon, j'arrête tout». Mais là, c'était plutôt le fait que, j'en avais marre d'être triste, j'en avais marre de plus sourire et j'en avais marre de ne plus être la Pauline, d'avant sa maladie et j'en avais marre que cette étiquette soit collée Pauline malade alors que, dans le fond, physiquement, j'allais bien et je voulais vivre.
et dans un autre fond, j'avais trop subi de choses que je gardais pour moi et j'étais juste désemparée et perdue et je savais pas qu'est-ce qui serait bon pour moi, en fait, à ce moment-là. Ouais, tu voyais pas de solution pour vivre de manière heureuse, quoi. Il y avait plus d'issue de secours. Je suis tellement navrée pour, la Pauline qui a vécu ça, tu vois? Enfin, j'ai beaucoup de tendresse pour, la Pauline adolescente. Moi aussi, quand je la regarde, je lui dis: «Je suis désolée de t'avoir fait vivre ça, mais fallait qu'elle vive pour aller mieux aujourd'hui». C'est pas de ta faute, en fait, c'est tellement pas de ta faute, c'est la faute de tout le monde sauf la tienne. Et donc à ce moment-là, tu as pris une décision. Ouais. Cette décision, ça a été de parler sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que déjà, moi, j'avais souffert de ce manque de représentation, du fait que malheureusement, partout sur les catalogues, sur les réseaux, sur les grandes vitrines, et un jour, je me suis dit: «S'il faut que j'arrive à parler de ma maladie et qu'en plus de ça, j'ai envie de toucher les gens qui m'ont fait du mal, donc mes camarades de classe, ma génération principalement, avant tout», je me suis dit: «Les réseaux sociaux, ça va être le moyen peut-être». À ce moment-là, je me suis dit: «J'y arriverai pas», hein. Je voyais tout en noir et je me suis dit: «J'y arriverai pas, mais qui ne tente rien n'a rien», et c'était vraiment ma seule issue de secours. C'était peut-être le 1 de chance d'aller mieux, donc je me suis dit: «Je le prends», et parler sur les réseaux pour moi, c'était vraiment me dire que j'allais communiquer sur ce que j'avais vécu, raconter mon histoire, mais sans parler directement, sans avoir besoin d'ouvrir ma bouche devant des gens, parce qu'à ce moment-là, je parlais plus du tout. Et aujourd'hui, quand on me dit que, enfin, quand même moi, je me dis que là, je suis en train de te parler, que je suis en train de faire des podcasts, que je parle dans des médias, je me dis, mais comment j'arrive à parler comme ça, en plus de mon histoire, alors que avant, c'était, pour moi, c'était inimaginable. Et là, le fait d'avoir mis un post, un jour, je me suis dit, allez, lance-toi. J'ai mis un post où j'ai raconté mon histoire, simplement. Et quand j'ai vu l'amour que j'avais reçu derrière et la dose de bienveillance, je me suis dit, ok, OK, ça va me sauver et je vais y arriver. Et après, je me suis dit: «Ça va être dur, ça va pas être facile, il y aura pas que du positif», mais je pense que pour moi, c'était vraiment le moyen de changer la donne. Et là, ça a tout changé parce que je passais de la petite Pauline, qui se sentait inférieure à tout, qui vivait plus, qui souriait plus, à la Pauline positive qui retrouvait son sourire de la petite enfant de 7 ans, qui se sentait un peu plus remarquée et qui pouvait s'assumer. Et après, s'en est suivi beaucoup de choses. D'abord des revendications, des idéaux, des choses à partager, à me dire qu'il fallait que je change beaucoup de choses, que je parle dans les médias, que je parle de la maladie, que je change, telle ou telle chose par rapport à la féminité, au regard des autres. Et puis un jour, je me suis dit, mais pour vraiment faire ce combat à fond, parce qu'il me tenait vraiment à cœur et je grandissais en même temps et je reprenais confiance en moi en même temps que je faisais tout ça. Et je commençais à m'accepter aussi, à me dire, «OK Pauline, arrête de t'écraser et sois toi-même, assume-toi, sois belle et sois forte et juste arrive à être la fille que tu veux être». Et là, ça a été incroyable et je me suis dit: «OK, je prends ma perruque, je la mets dans un carton et c'est bon, tout ça, c'est fini, c'est derrière moi». Et je pense que ça a été la chose la plus incroyable que j'ai faite et aujourd'hui, maintenant, je sors sans perruque au quotidien et je me rends pas encore compte que j'ai réussi à faire ça. Quand je vois le chemin que j'ai parcouru avant, c'est incroyable, en si peu de temps. Mais en fait, c'était tellement, tu pouvais tellement plus, mais tu te rendais pas forcément compte de ce dont tu avais besoin ou tu étais pas encore capable, en fait, d'aller le chercher. Et en fait, la force des réseaux sociaux, ça a été de te porter, de te donner ce courage et en fait, ça bouillonnait en toi, cette envie de lâcher la perruque, de parler, de t'assumer Ouais, et ça a explosé, en fait. Tu comme un papillon qui est sorti de sa chrysalide, tu vois? Enfin, c'est trop beau. c'était tellement ça. Je suis passée de la petite Pauline, en petite boule à toujours se dire, «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» à la Pauline qui a dit: «OK, aujourd'hui, je veux me battre». Et là, encore aujourd'hui, plus je grandis, même si là, je vois tout ce que j'ai déjà fait, bah, j'ai encore plus de choses à faire derrière et j'ai encore plus envie de me battre et j'ai encore plus de rage, de colère que j'ai envie de faire sortir et de positivité et puis tout ça, ça grandit avec moi. Je commence à vraiment construire mes propres valeurs, mes propres idéaux et j'apprends juste à me connaître et à me construire parce qu'au final, l'enfance et l'adolescence que j'ai vécue, ça a pas été la mienne et je me dis: «Je me suis arrêtée à la Pauline de 7 ans». Et depuis, ça a été que concentré sur mes cheveux et moi, je m'en suis perdue et je sais pas qui je suis. Et là, je commence vraiment à me construire, à apprendre plein de choses sur moi. C'est trop bête comme ça, mais à 18 ans, j'apprends à me connaître et même si forcément je suis triste d'avoir aussi perdu cette enfance, cette adolescence, aujourd'hui, je suis fière de pouvoir avoir cette vie d'adulte et de me dire que j'ai plein, plein, plein de valeurs à défendre et pas que sur l'alopécie et ça me rend fière de me dire tout ça et c'est incroyable. La vraie victoire, c'est aussi, que ta vie, ça soit parfois autre chose, quoi, que l'alopécie. Ouais. Avant, c'était que l'alopécie. C'était l'alopécie et que ça, et j'y pensais forcément parce que ça a été un changement. Là, c'est quelque chose qui a changé au cours de mon enfance et que j'ai pas choisi. Je suis pas née sans cheveux et du coup, ça a été compliqué.
Aujourd'hui, l'alopécie, elle est en moi, mais c'est Pauline et son alopécie. C'est pas juste Pauline, elle est malade. Et je sais pas comment expliquer ça, mais même si elle vit en moi, aujourd'hui, grâce à elle, j'ai une vision des choses beaucoup plus ouverte. Grâce à elle, je suis beaucoup plus épanouie. Et grâce à elle, c'est horrible à dire, mais grâce à elle, aujourd'hui, je vis et c'est... Waouh! Et tu as découvert ta combativité, tu as découvert des valeurs féministes, tu as découvert que tu étais courageuse, que tu avais la force de te montrer, de parler, que tu savais t'exprimer. Enfin, j'imagine que tu as découvert énormément de choses sur toi. Et peut-être aussi que tu l'aurais pas découvert sans l'alopécie, mais tu as découvert aussi que tu étais belle parce que, en fait, tu mets des photos du coup sur les réseaux sociaux depuis le début de toi sans cheveux, donc au naturel. Et le nombre de messages que tu reçois, oh canon, trop belle, sublime, bah ça doit quand même faire du bien à l'ego, quoi. Bah, c'est surtout que je me suis rendu compte que finalement, tout ça, je le suis. J'ai aussi compris que je le suis depuis petite, mais que je l'ai caché, le fait d'être battante et combative et d'avoir cette force-là, parce que je me suis construite sur ce qu'on me disait de moi et pas sur ce que moi j'étais vraiment et sur ce que je pensais de moi. Et ça a été ma construction, et aujourd'hui, cette construction, je suis en train de la casser pour en construire une nouvelle, parce que je veux pas me construire sur des bases malsaines et je veux me construire sur mon histoire et qui je suis en fait. C'est très intéressant ce que tu dis et ça me parle beaucoup parce que, à titre personnel, je m'intéresse beaucoup à l'éducation positive et dans l'éducation positive, on dit de ne pas dire à un enfant: «Ah lui, il est comme ça», tu vois? Tu dis pas à ton enfant, «Ah lui, qu'est-ce qu'il est maladroit», parce que en fait, du coup, l'enfant, il va se dire, il va intérioriser et il va se définir comme ça et il va s'enfermer dans cette case-là, sans avoir eu l'occasion, en fait, d'explorer qui il était vraiment Oui. et c'est exactement ça. En fait, toutes tes années collège, on t'a répété que tu valais pas grand-chose, que tu étais moins que rien et cetera et cetera et en fait, toi, tu l'as intériorisé et tu t'es dit: «Bah, OK, je suis cette personne qui vaut pas grand-chose». Et là, avec les réseaux sociaux et ce compte Instagram, donc @paulinealopecia, tu as pu te rendre compte qu'en fait, bah, on disait autre chose de toi et bah, on me dit que je suis belle, on me dit que je suis forte, bah, tiens et si je l'étais, en fait? Et toi, faut que tu découvres, dans tout ça, dans toute cette soupe-là avec plein d'ingrédients, qui tu es vraiment, en fait, peu importe ce que disent les gens. C'est toi qui découvriras par toi-même qui tu es vraiment, quoi C'est ça. et c'est beau ça. Waouh! Et d'ailleurs, je voulais te dire, en fait, donc on est à distance, je pense que ça s'entendra au niveau du son, mais on se voit parce on a un appel visio et moi, j'ai beaucoup regardé du coup tes photos sur Instagram et cetera et c'est vrai qu'au premier abord, ah, ça fait bizarre en fait de voir du Mmh. coup, ben, une fille sans cheveux et bien évidemment, moi comme beaucoup de personnes, les seules personnes sans cheveux que j'avais vues, femmes, hein, parce que les hommes sans cheveux, on en voit et bizarrement, ça ne nous pose pas de problème. C'était, des personnes atteintes de cancer Ouais. et donc du coup, forcément, dans mon inconscient, c'est de la maladie, quelqu'un qui va mal, donc qui est en chimiothérapie, donc qui est faible, qui est pas en santé, tu vois? Et donc ça crée un sentiment, en fait, dans mon cœur de fragilité, tu vois? J'ai de la peine, tu vois, presque et en fait, en quelques jours là, d'avoir, regardé tes photos et là, en plusieurs dizaines de minutes de te voir, ben, mais plus du tout, quoi. J'ai plus du tout cette vision-là, tu vois, que j'ai pu avoir au début aux premières photos, au premier abord et là, il faut limite que je me rappelle que c'est extraordinaire parce que c'est pas ordinaire, de voir une fille sans cheveux parce que là, en quelques minutes de te voir, bah, je regarde tes yeux, je regarde ton sourire et c'est comme si, enfin, tu pourrais avoir 2 couettes, une queue de cheval, bah, toi, tu as pas de cheveux, c'est une coupe comme une autre, tu vois? Et c'est fou comme, en fait, on peut s'habituer vite, quoi. Et c'est dingue toute cette souffrance que tu décris pour, en fait, des cheveux, quoi. Enfin, Ouais. C'est ce que j'ai toujours dit, j'en avais marre, c'est aussi pourquoi j'ai commencé ce combat-là. De base, c'était juste pour raconter mon histoire, mais aujourd'hui, j'ai plein de valeurs que j'ai envie de défendre et ça en fait partie. J'en ai marre qu'on réfère toujours la personne chauve à la personne qui a un cancer, sans vouloir dire que mmh, ces personnes-là sont inférieures, simplement pour dire que des personnes qui ont un cancer, physiquement, elles sont peut-être un peu plus en danger que moi et moi, aujourd'hui, je suis en pleine santé, je vais super bien et j'en avais marre d'attirer ces regards de pitié juste parce que j'avais pas de cheveux. J'aime pas dire ce juste parce que j'ai pas de cheveux, parce que ça veut pas dire que c'est juste des cheveux et que j'ai pas souffert, mais de ce point de vue-là, j'en avais marre que des cheveux, ça puisse créer autant de choses, autant de choses négatives
autant pour le point de vue que les personnes allaient me dire que j'avais un cancer, autant pour les gens qui allaient m'appeler jeune homme parce que les cheveux, c'est un critère de féminité beaucoup trop important aujourd'hui dans la société et c'est encore une raison pour laquelle j'ai envie de me battre et aussi le fait juste de mon histoire, j'étais en mode mais j'ai perdu mes cheveux, on m'a fait vivre ça et c'était l'enfer alors que aujourd'hui je sors, mes cheveux pour moi, le fait d'en avoir ou de pas en avoir, c'est comme si je mettais un jean, rose ou un jean normal. Ouais, 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 c'est ça. C'est fou, en fait. Je voulais te demander du coup, donc ça a été progressif le retrait de ta perruque, même si ça a été rapide, ça a quand même été un petit peu progressif. Il y a eu plusieurs étapes. Pour que ça dure pas 3h40 ce podcast, on va inviter les gens à aller regarder sur ton compte Instagram. Et c'est chouette comment tu l'as décrit étape par étape. D'abord, c'est une sortie chez le kiné. Après, c'est une journée à Bucarest, une ville où tu connais personne. Après, c'est entre-temps, il y a un festival. Après la journée à Bucarest. Après, c'est un cours de sport. Après, un séjour à Paris et puis un jour à une rentrée, bim, t'enlèves la perruque et en gros, tu la remets pas. Ouais. Comment tu vis ta vie depuis que tu ne mets plus ta perruque? Comment tu te sens déjà émotionnellement par rapport au regard des autres? Et ensuite, alors ça va paraître hyper trivial, mais je me demandais physiquement, est-ce que tu prends des coups de soleil? Est-ce que tu as plus froid? Alors au début, ça a été très compliqué parce que quand j'ai commencé à l'enlever, j'avais très peur du regard des autres, et encore aujourd'hui, le regard des autres, c'est pour moi quelque chose de compliqué. Parce que comme je dis toujours, c'est pas parce que tu t'assumes que t'as pas peur du regard des autres et que t'as plus ce regard-là. Et il est toujours présent et peu importe ce que tu feras, il sera là, il peut te faire peur. Aujourd'hui, je considère déjà que le regard des autres, on peut pas toujours l'interpréter. Parfois, on va croire qu'on nous regarde pour notre complexe à nous ou notre douleur à nous, mais on peut nous regarder pour totalement autre chose. Mmh. Après, ça veut aussi pas dire qu'il y a que des regards positifs. Il y a les regards de pitié qui sont vraiment lourds au quotidien. Il y a les regards où les gens te rabaissent ou te dévisagent. Ça, c'est très dur. Et là, tu peux les interpréter et les voir. Hein. Les gens qui te regardent de haut avec le haussement de sourcils comme ça, tu le connais très bien. Et les gens qui te fixent. Ça, c'est la chose la plus désagréable parce que t'es là en train de vivre ta vie et t'as une personne qui va te fixer pendant un moment au lieu de vivre sa vie à elle. Et du coup, moi, ça m'a vraiment fait peur au début. Et quand j'ai enlevé ma perruque, je fais ça, je pense pas que je vais réussir à m'en sortir. Et c'était un peu la raison pour laquelle je voulais pas enlever cette perruque. C'était ma seule raison parce que sinon j'avais envie de la balancer par terre. Mais je me suis dit, dans cette société dans laquelle on vit, ça va être dur et je m'en sortirai jamais. Et là, je voyais encore du négatif en me disant que ça allait être trop dur et que je serais inférieure à cause de ça. Et pour moi, enlever ma perruque au début, ça allait être redevenir vulnérable et me sentir nue. Enfin, ne plus être sous ma coquille parce que pendant 5 ans, je l'ai mis non-stop et je me suis dit, là, c'est bon, je vais être vulnérable, je vais pouvoir subir les moqueries. Mais je pense que de le faire avec ma fierté et de le faire en souriant, finalement, ça a fait comprendre aux gens que j'étais heureuse et épanouie, que c'était un choix personnel. Et rien de tout ça est redevenu comme avant, en fait. Rien n'est revenu tel les moqueries, les personnes qui vont te rabaisser. Donc, ça arrive au quotidien. Mais il n'y a pas eu cette chose qui m'a refait mettre ma perruque parce que je me sentais bien dans ma peau. Et aujourd'hui, je suis fière quand je marche sans ma perruque. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement devenu habituel que là, je me rends pas toujours compte. Hein. Je vis ma petite vie sans ma perruque. Mais quand parfois, il y a des petites choses qui t'y font penser, ou que je sais pas, des fois, ça t'arrive d'avoir des tics ou des flashbacks, tu te dis oh, putain, je suis en train de marcher sans ma perruque, c'est incroyable. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas quelque chose d'anodin et que même si ça le devient pour toi, tu te mets à la place de la Pauline d'il y a un an et tu te dis que ça aurait pas été si anodin que ça. Et aujourd'hui, quand je marche, je suis juste trop fière. Et après, oui, il y a des jours avec et des jours sans. Avant, je parlais pas quand les gens me regardaient. Aujourd'hui, toute cette haine, tout ce que je veux changer, juste je veux parler de tout ce qui se passe parce que je pense que c'est la communication qui est le plus important. Et quand il y a des gens qui vont me regarder, il y a des jours où moi je vais être de bonne humeur et je vais soit leur en parler, leur dire bah t'inquiète pas, c'est pas grave, hein, je vais bien, je vais pas mourir. Sinon je vais leur faire des sourires incroyables parce que j'ai envie de leur faire comprendre que je suis heureuse comme ça et que merde, j'ai le droit d'être une femme même sans cheveux et des choses comme ça vraiment pour montrer que putain cette société t'en as marre et tu veux juste vivre ta vie à toi. Après, forcément, il y a des jours où c'est plus dur. Donc, ça m'arrive encore aujourd'hui de baisser le regard, malheureusement, d'avoir peur d'aller, je sais pas, faire des magasins toute seule à Rennes ou toute seule chez moi, là où j'habite avec mes parents, et de rentrer plus tôt que prévu parce que je supporte pas la pression des regards des gens. Ou alors, des fois, c'est beaucoup de colère. Ça m'arrive aussi, des fois, enfin, pas plus tard que hier. J'ai vu une femme qui m'a fixée pendant 15 minutes et au bout d'un moment, j'ai fini par lui dire quoi qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Et elle est partie, en fait. Et je trouve ça tellement pesant et j'ai pas envie d'en arriver à la communication malsaine, mais je veux juste faire comprendre aux gens que pourquoi s'attarder sur quelqu'un d'autre quand on peut s'attarder sur sa vie, en fait, finalement. Et aujourd'hui, le fait de vivre sans perruque, c'est un peu aléatoire. Il y a des jours où tu vas être très heureuse, des jours où tu vas être très en colère, des jours où tu vas être triste.
Mais je pense que c'est comme toute vie et qu'une perruque ou pas de perruque ou un jean, une jupe, peu importe, dans ces moments-là, tu as toujours des ressentis différents, des émotions différentes. Et par rapport au coups de soleil et tout ça? Les coups de soleil, ça me fait rire parce que du coup, j'ai passé mon premier été sans ma perruque cette année. Moi, je l'avais oublié, je m'étais tellement habituée pendant très longtemps à avoir une perruque sur ma tête que j'avais oublié que j'en avais plus. Et il y a eu un très fort soleil, et puis bah, moi, je suis restée pompée l'op comme ça sans perruque, peut-être 5 heures en plein soleil. Puis le soir, je rentre et je fais putain, j'ai vraiment chaud à la tête et tout. Et là, je regarde, et le truc, c'était le buzzer de The Voice. Hein, c'était vraiment. C'était rouge, mais rouge. Et du coup, je me suis tapé une insolation, et pendant une semaine, bah, j'étais en train de paniquer dans mon lit, j'avais mal à la tête, c'était horrible. Et là, on est en plein hiver, du coup, impossible de pas mettre de bonnet. T'as plus froid, en fait, sans cheveux et sans perruque, ou pas? Alors, ce qui est compliqué, c'est que, comme le rapport à la perruque, mon rapport au bonnet est très compliqué parce que le bonnet, j'en ai ce souvenir de on me l'a arraché, de je sais pas, ce bonnet me fait peur et il y a aussi le fait que quand tu mets un bonnet, un coup qui est sur ta tête, quand tu rentres dans un magasin ou quand tu rentres quelque part, faut l'enlever et aujourd'hui, j'arrive à sortir chauve. Par contre, je pense pas que j'arriverai à enlever quelque chose devant des gens et devenir chauve devant eux. Et du coup, je me fais subir malheureusement ce froid. Je dis à tout le monde que juste, par exemple, quand ils sortent tous dehors à la pause de l'école, je leur dis toujours que bah, c'est juste que j'ai oublié d'emmener mon bonnet ou que j'ai froid, donc je veux rester à l'intérieur. Mais en fait, c'est surtout que bah, j'ai vraiment très froid à la tête, mais que j'ai encore peur de mettre ce bonnet. Alors j'en ai déjà remis et j'y arrive, mais à chaque fois que je l'ai, j'ai une sensation vraiment bizarre et je me sens pas bien et du coup, bah, malheureusement, je préfère me faire subir le froid que subir un bonnet. Et du coup, à travers ce combat, en fait, que tu as mené, j'imagine que tu as découvert le féminisme, que c'était intriqué, tu vois? Parce que tu as dû te demander: «Mais en fait, pourquoi un homme chauve, on va se dire, "Ah bah, il est chauve, moi, c'est plutôt mon goût" ou "Moi, c'est pas mon goût, les hommes chauves", tu vois? Ça va juste être ça, moi j'aime bien, moi j'aime pas. Alors qu'une femme chauve, ça dérange autant que ça, tu vois? Et j'imagine que tu t'es posé ces questions-là et que ça t'a révolté. Enfin, quand je dis j'imagine, je le sais parce que je l'ai lu et voilà, tu as eu vraiment une prise de conscience aussi féministe, à travers ce combat et ton rôle de porte-parole, des malades de l'alopécie. C'est vrai que moi, j'ai toujours dit que faut pas renier les hommes parce que enfin, qui ont, un crâne chauve, donc ça peut être, de la calvitie, de l'alopécie, peu importe. Parce que eux aussi, je sais, enfin, j'ai pu discuter sur les réseaux avec certaines personnes, hommes qui avaient cette maladie-là ou une autre, et qui m'ont dit, mais nous aussi on souffre, et j'en ai bien conscience. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que l'homme n'est pas caractérisé à ses cheveux, mais la femme, déjà dans l'époque plus lointaine, quand elle a commencé à développer la coupe courte, déjà là, c'était très mal perçu. Et Mmh. aujourd'hui, la femme est caractérisée, c'est horrible à dire, hein, je déteste dire la femme est caractérisée, la femme est ses cheveux, la femme est son corps mince, la femme est sa poitrine moyenne, tout ça, et c'est juste, ça me révolte parce que je me dis, mais pourquoi moi, je suis mes cheveux? Genre, moi, je suis moi et mes cheveux, c'est un petit détail et genre, pourquoi moi et pas les hommes? Et ça m'a un peu énervée. Enfin, devoir tout mettre dans des cases, tout bien rangé pour que tout soit organisé, alors qu'un genre, Mmh. c'est pas quelque chose qu'on peut organiser. Et je trouvais ça incroyable. Et c'est pareil pour tout, vraiment tout ce qu'on peut parler. Enfin, dire, toi, t'es telle d'orientation, toi, telle orientation, toi, t'es telle religion, telle religion. Juste, à partir du moment où on est, c'est tout ce qui est beau et c'est tout ce qui peut être défini. Mais le paraître, pour moi, faut l'oublier parce que c'est pas Mmh. ça qui construit des gens. Et du coup, ça m'a énervé en fait d'être référencée à mes cheveux. Et quand je voyais les hommes qui, eux, pouvaient passer dans la rue comme ça sans que personne ne les regarde, enfin, même moi, quand je vois un homme chauve, je m'en rends même pas compte en fait, tellement c'est normal. Alors que même moi, la première, si je croisais une femme chauve un jour, forcément que ça va me faire bizarre. Parce que, encore une fois, il y en a beaucoup des femmes chauves, simplement, bah, on se cache toutes et tous, sous des perruques, sous des foulards et cetera, parce qu'on a peur de ce regard-là et on a peur de montrer qu'une femme, ça peut aussi être autre chose. Mais de ce point de vue-là aussi, ce qui est compliqué, c'est que vu qu'il y a beaucoup de femmes qui se cachent, bah, quand il y en a une qui s'assume, on va la fixer parce que c'est pas courant de la voir chauve dans la rue et parce qu'une femme doit avoir des cheveux. Ouais. Mais plus il y en aura qui s'assumeront, plus ce sera commun et moins on fera attention, en fait. J'en parlais avec Elora, alors dans l'épisode 3, une femme, c'est, une personne, un être humain qui se sent femme, point barre. C'est pas, un être humain avec des cheveux longs, c'est pas, un être humain avec, du vernis à ongles, c'est pas enfin,
tout ça, peu importe en fait, à partir du moment où tu ressens dans ton être, dans ton psyché que tu es une femme, quoi. C'est à toi de décider qui tu es. C'est ce que j'ai toujours dit. Je voulais te demander si tu pouvais donner un conseil en fait aux personnes qui peut-être vont croiser quelqu'un qui est une femme qui est chauve dans la rue et vont, tu vois, avoir ce regard un peu surpris. Quel conseil tu leur donnerais? Est-ce qu'il faut y aller poser une question si on a une question, ou alors juste tu vis ta vie, tu suis ton chemin, tu détournes le regard. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, entre guillemets? Moi, simplement, je pense que je dirais à la personne qu'il faut qu'elle pense à elle avant de penser aux autres. C'est pas de l'ego, c'est juste que aujourd'hui, je considère que nous, qui on est la seule personne qu'on va suivre toute la vie. Notre corps, c'est la seule chose qui va nous suivre aussi toute notre vie. Donc, au lieu de s'attarder sur ce qui nous appartient pas, finalement, donc une autre personne, ou je sais pas, moi, quelqu'un qu'on va pas connaître, faut s'attarder sur soi avant. Parce que si on est en train de regarder quelqu'un, c'est peut-être parce qu'on s'oublie soi-même Mmh. et que après on est trop vite ramené à nous-mêmes et c'est trop dur. Et du coup, aujourd'hui, oui, je dis simplement aux gens, mais avant de me regarder moi, intéresse-toi à toi, je sais pas, écoute-toi, regarde-toi, apprends à t'aimer. Et après, tu verras que t'as même pas besoin de regarder des autres pour vivre. Et t'as pas besoin de regarder les autres pour te sentir homme ou femme ou pour te sentir heureux simplement. Ouais, d'accord. Et si tu devais donner un conseil à une personne qui souffre d'alopécie et qui n'arrive pas à s'assumer sans cheveux, sans perruque, mais qui aimerait, hein, on précise, voilà, si on est hyper content avec sa perruque, tant mieux, on met sa perruque. Mais une personne qui aimerait, mais qui n'arrive pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Aider quelqu'un qui souffre d'alopécie, pour moi, ça serait un peu comme parler à la petite Pauline qui est en train de souffrir en ce moment, enfin qui souffrait du coup entre 13 et 18 ans, et ça serait simplement lui dire que, écoute, tu y arriveras, et même si sur le moment tu t'en sens incapable, il faut aussi se souvenir que finalement les passages les plus durs de notre vie et les moments où on fait que de répéter sans cesse qu'on s'en sortira jamais, qu'on n'y arrivera jamais, que le ça va aller, il n'existe pas, et que notre vie elle se résumera que à ça. Finalement, c'est ces moments-là qui, longtemps après, avec le temps, et si on prend aussi cette volonté de vouloir y arriver et de vouloir se battre, c'est des moments difficiles qui nous font grandir et c'est avec eux, qu'on arrive à se baser, à se construire. Et les moments de joie à côté, c'est simplement de beaux petits moments, mais c'est pas eux qui nous construisent plus que les moments négatifs. Donc je leur dirais simplement, bats-toi et fais-le pour toi avant tout et sois fier surtout, parce que c'est pas facile et que quand on y arrive, on peut que être fier. Ouais. Justement, t'es fière de toi, t'es fière du chemin que t'as parcouru? Je suis fière, mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mais tu peux être fière de toi et ton discours est plein de sagesse et c'est assez déroutant à 18 ans d'avoir autant de sagesse dans ce que tu dis. Écoute, Pauline, merci infiniment, d'avoir accepté mon invitation, de t'être livrée vraiment, à cœur ouvert, en toute authenticité, sur ce sujet de l'alopécie, mais pas seulement en fait, sur le fait de s'assumer, peu importe nos différences. C'est difficile, pour nous les femmes dans l'espace public, de nous assumer parfois. On se met des barrières, on se met des chaînes et Ouais. toi tu as réussi en fait à les briser ces chaînes alors elles étaient lourdes et donc on doit toutes, voilà, je pense qu'on peut toutes s'inspirer de ce que tu as fait et je te remercie énormément de prendre la parole sur, l'alopécie, mais sur aussi le féminisme et d'essayer de faire bouger les choses, de faire bouger les codes. Moi, ça me donne confiance, en fait, en l'avenir et en ta génération et en les générations qui vont suivre. Moi, j'essaye à ma petite échelle aussi, voilà, d'apporter ma petite pierre à l'édifice et je ne peux qu'être fière de t'avoir eu à mon micro, donc merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous.